Ça enregistre. C'est bon, c'est parti. Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un privilège de pouvoir servir à vos côtés et de papoter avec vous. On est ensemble pendant presque 2 heures pour revoir un peu tout ce qui se passe dans l'actu. Et le sujet principal du jour, c'est... Mais pourquoi les détestent-ils ? Pourquoi nous détestent-ils, nous les Algériens ? Oui, je m'inclus dedans. Pourquoi il y a ce problème dans les médias quand il s'agit de couvrir l'Algérie, même quand on parle de football ? Ça va être le sujet principal de notre CKR. Mais avant ça, on va évidemment lire les petits messages que vous nous avez laissés. Merci pour le soutien. Et vous savez que sans votre soutien, nous ne sommes rien. Alors si vous voulez donner de la force et que vous en avez les moyens, il y a les subs sur Twitch, évidemment. Et merci à toutes celles et ceux qui le font. Il y a le Tipeee, donnez si vous pouvez. Mais si vous pouvez pas, juste de regarder les vidéos sur YouTube et de vous manger les pubs, c'est cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, à mettre votre petit commentaire, faire remonter l'algorithme de notre chaîne qui en a bien besoin. Parce que c'est la première source de revenus, je crois, YouTube. Donc clairement, plus il y a de vues, si ça vous dérange pas de vous manger des pubs, ou comme je vous l'ai déjà dit, vous lancez une playlist, vous faites tourner les vidéos, vous coupez le son et d'un côté, vous tapez votre CKR tranquille avec Adblock, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. On va voir un petit peu là les messages qui ont été laissés sur le dernier épisode qui est sorti hier, l'épisode 170. On a Sarno qui dit merci pour le taf Kevin, des infos, des bars, toujours un plaisir, cool tamam, merci beaucoup, ça fait plaisir. Il y a DZ Kilu qui dit yo Kevin, le Shadowban est vénère sur ta chaîne YouTube, tu pourrais refaire des sketchs à l'époque en mode talk show autricain. Bah, tu vois, lui-même il a remarqué. Tu pourrais refaire des sketchs tard l'époque en mode talk show autricain. Si tu savais à quel point j'aimerais le refaire, et si tu savais à quel point la logistique est compliquée quand tu décides de faire ça, parce que les gens se disent juste bah tu trouves un bureau et tu te mets devant une caméra et puis c'est bon. Mais chacal, il y a un travail éditorial. Pour vous expliquer, moi à l'époque quand je faisais rendez-vous sur Canal+, j'avais 2 journalistes donc qui travaillaient les sujets, une rédactrice en chef qui chapeautait les sujets parce que c'était une rigueur journalistique évidemment. Il fallait trouver de la matière, il fallait ensuite clearer la matière. Ça c'est un autre souci quand tu es sur en télé ou sur les réseaux et que tu veux utiliser des extraits d'autres chaînes, et ben tu peux te faire striker si tu n'as pas les droits. Et puis ensuite après il fallait faire le montage des vidéos pour découper exactement les séquences. Ensuite il fallait qu'on fasse une première passe où il m'envoyait tous les trucs et moi j'écrivais des vannes, etc. J'envoyais ça ensuite à mes auteurs, et j'avais 4 auteurs avec lesquels chacun écrivait ses vannes, et après on se voyait en réunion d'écriture avec Mourad le showrunner, et puis on sélectionnait les meilleures vannes, etc. et tout. Et ensuite après il y avait un graphiste qui venait pour pouvoir mettre en page comme il se doit les vidéos avec l'habillage, parce que oui, on les mettait pas brutes, il y avait toujours un petit truc autour de la vidéo qu'on appelle une Marie-Louise dans le jargon. Et puis ensuite il y avait évidemment le passage du graphiste qui lui aussi allait faire des images si besoin, si on voulait faire des vannes visuelles, et puis ensuite on avait besoin d'un monteur pour le final, et pendant le tournage il faut la logistique qui vous semble toute bête comme ça, mais pendant que je détaille vous vous dites ah ouais putain ça devient compliqué. Il vous faut une salle où vous pouvez faire rentrer du public, il faut des micros qui puissent capter le son du public, parce que sinon même si t'es en public et ben tu les entends quasiment pas, et l'effet escompté il marche pas. Donc il faut y avoir des micros d'ambiance qui soient reliés à une console où Jib, un ingé son comme lui, sera derrière et pourra avoir les pistes son. Il faudra aussi avoir des bons micros qui récupèrent pas des sons à gauche à droite, et que d'un coup le son sera, et c'est pour ça que les épisodes de Tout le monde le sait, ils sont retardés, parce que j'ai mon mixeur Orphée qui est en train de gérer pour pouvoir récupérer comme il se doit les sons du micro, et ensuite il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lancer les vidéos au rythme de ce que je dis, et que dans la logistique le public puisse voir la vidéo aussi et l'entendre pour pouvoir réagir.
Et donc il faut trouver un écran que les gens puissent voir, que ce soit relié à la console, que le son puisse être entendu, mais que ça perturbe pas et que ça fasse pas du larcène, etc. Donc c'est toute une logistique de son pour que le son de la vidéo ne rentre pas dans mon micro et crée une boucle et que ce soit dégueulasse et qu'on puisse pas exploiter le son. Et puis après, il faut aussi que, et ça devient long, hein, et après il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui gère le prompteur, parce que naturellement, homme de théâtre que je suis, je travaille au prompteur sur Rendez-vous. Alors je vais pas me la raconter, je pense être l'un des meilleurs animateurs français en prompteur. C'est-à-dire que moi, on ne voit pas quand je suis au prompteur. C'est une méthode que j'ai pu travailler au cours du temps, mais c'est un prompteur. Hakim Omiri, ça va mieux avec le prompteur. Là, quand on le voit dans la riposte, ça passe. Au tout début, tu voyais que c'était une gymnastique, hein. Moi, à l'époque de Rendez-vous, j'en avais 3. J'en avais un dans la caméra principale, et puis j'en avais 2 sur le côté, des prompteurs un peu conférenciers, tu sais, des plexiglas inclinés comme ça en mode Obama, qui me permettaient de faire, quand je faisais des personnages en mode « Mais attends, je comprends pas ce que tu dis ». Bah comment ça, tu comprends pas ce que je dis? Et ben en fait, ça donnait l'impression que je joue. En fait, j'avais le prompteur qui me permettait de rattraper le texte si besoin, ou alors de donner l'impression que je parle aux gens, genre « Vous avez remarqué là, ces derniers temps, machin ». Bah, vous allez voir que quand je fais ça dans Rendez-vous version Canal+, en fait, j'avais aussi des prompteurs. Et il faut donc quelqu'un qui gère le prompteur, parce que ça tu peux pas le faire automatiquement, genre je lance le prompteur et puis il défile comme ça et puis je le lis, parce que évidemment c'est du stand-up assis, ce qui fait que parfois il y a des rires, parfois il y a des ruptures où je m'arrête, où je joue du silence, du regard. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer le prompteur, et à la fin il faut donc qu'il y ait le monteur et le monteur son qui puissent recaler et mixer tout le résultat de toutes les entrées son qu'il y a pendant le show. Donc, on arrive à un truc où il faut environ 15 personnes et des moyens. Et si on avait, t'as vu, de l'oseille, c'est le premier truc que j'aurais fait. Vraiment, parce que moi, c'est mon truc. J'adore, c'est mon délire. Toons, merci pour le compliment. C'est vrai qu'il était là sur le média. Sur le média, on avait 12 personnes dans le public. Il y avait quand même quelqu'un au prompteur, quelqu'un à la réalisation. Et en fait, oui, il faut quelqu'un à la réalisation pour gérer les caméras, et quelqu'un, chef d'édition, qui top les vidéos pour les envoyer au bon moment et pour donner le signal au réalisateur. En fait, c'est une logistique de ouf, et ce qui est marrant, c'est que le but, c'est que ça paraisse simple pour vous quand vous regardez la vidéo et que vous vous dites juste, c'est un mec derrière un bureau, il est en train de parler, il y a des vidéos in, on, machin. Mais en vrai, quand tu veux bien le faire en public et tout, gars, c'est une mécanique, t'as peur. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu pourquoi c'est toujours un... c'est ce que je fais en même temps que tout le monde le sait, Bilal. La première partie édito, là, quand j'analyse une vidéo, etc. et tout, c'est fait exprès. Je profite de ce temps pour faire un petit truc. Mais le problème, c'est que déjà, je peux pas. Tout le monde est bénévole, tout le monde prend son temps. Je peux pas abuser de faire des tout le monde le sait, plus une partie édito, CKR et tout. Ça demande un travail de ouf en amont, de caler les vidéos, le montage, de le découper, de mettre les bons trucs. Tu sais, de mettre le bon timing, etc., de toutes les organiser, de les noter de 1 à 10 pour qu'elles soient dans l'ordre au moment où après Gaëlle, elle va les lancer, etc. En fait, vous vous rendez pas compte du taf que c'est, même de faire tout le monde le sait, sachant que la majeure partie des trucs en post-prod et en pré-prod, je le fais tout seul. C'est un taf monstre. Un taf monstre, t'as pas idée. Mais pour un résultat qui semble simple. C'est ça qui est drôle. Et c'est un peu comme tout, en fait. Il faut... le but, c'est comme le stand-up. C'est comme quand tu vas voir quelqu'un sur scène, t'as l'impression qu'il improvise tellement il se balade. Et c'est parce qu'il a travaillé pendant des heures et des heures et des heures et des heures qu'il donne l'impression que c'est simple. Au même titre qu'un joueur de foot ou de basket qui maîtrise son art, c'est parce qu'il a fait des heures et des heures et des heures d'entraînement que pendant le match, il a l'air de voler au-dessus de l'eau. Mais ouais, c'est donc ouais, j'aimerais bien, mais purée de pommes de terre, dès lors que tu commences à le faire en mode bénévole, tout ça machin, c'est pas facile, parce que quand qui dit bénévole, à part Noévé qui est un bénévole qui travaille plus qu'un CDI, mais quand qui dit bénévole dit ils font ça en dehors de leurs horaires de travail.
Ils sont pas payés pour ça. Et je peux pas, moi, sur mes bénévoles, leur charger la mule. Qui dit aussi travailler avec des gens, dit avoir une logistique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le chef d'orchestre et qui chapeaute tout. Et toi, en tant que présentateur, host, tu fais beaucoup, mais tu peux pas être au four au moulin parce que sinon tu pourras pas te concentrer sur la matière principale. Et même si je sais qu'on est nombreux et que vous êtes déjà tous à votre niveau, l'idée de devoir abuser du temps des gens, genre là je l'ai fait 2 fois pour tout le monde le sait, on va peut-être faire en 3e, mais je pense pas que j'en ferai plus, et tout le monde le sait, dans cette configuration là, parce que j'ai pas envie d'abuser du temps des gens. Voilà, j'ai pas envie d'abuser, vous donnez déjà beaucoup. Moi, j'aimerais que tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde puisse gagner sa croûte. Et c'est un peu la limite de quand t'es en indé, full indé, et que tu rentres pas des ronds suffisamment. C'est que tu peux pas te permettre de... C'est du troc FOIM. Ouais, non, mais bien sûr. Mais tu vois, même toi, le temps que tu prends à chaque fois sur le chapitrage, Anto, c'est toutes ces raisons qui font que voilà, c'est pas facile. C'est pas facile et moi ça me gêne et j'aimerais bien pouvoir harass toutes les personnes qui donnent de leur énergie et tout. Je suis pas du genre à me dire bon bah c'est normal, c'est donnant et tout. Moi le donnant c'est juste vous regardez, vous partagez, c'est déjà énorme. Donc merci 1000 fois à toutes celles et ceux qui prennent de leur temps, de leur argent pour soutenir ces guerres. Et sachez que moi ça m'enchante pas. Ça m'enchante pas dans le sens où j'aimerais bien pouvoir me dire que j'ai pas besoin de vous demander quoi que ce soit. Et que vous puissiez juste kiffer, que vous puissiez juste venir gratuitement voir les émissions en live, etc. Franchement, merci beaucoup. Le FYM, bientôt le Fuck You Money, on lâche pas et il va arriver et Inch'Allah. On continue. Oui, on faut voir ça comme un sport amateur, un loisir, mais vous êtes trop des choux. Franchement, j'ai trop de la chance de vous avoir. Alors. On a quoi d'autre? Boudjiji qui dit c'est vrai que c'est chiant, tu n'es pas suggéré alors que je suis abonné. Force, les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est ça qui me fout le seum. Hein. Et le pire, c'est que mon nombre d'abonnés il augmente tranquillement sur la chaîne YouTube. Mais tu te dis, bah, il augmente, mais les gens voient pas de mon contenu. Salut, fais gaffe sur Twitch, ils aiment pas trop qu'on parle, nous dit El Famoso Nounours, de piraterie, encore moins de montrer les sites. Ouais, putain, j'espère que ça va passer crème là. Le ban peut tomber si une personne signale. J'étais à 2 doigts de me pisser dessus pendant la vidéo Combini. PS, j'ai fait l'avant-première de Furcy, Né libre, et franchement, allez le voir, un film très fort en émotion. Ah oui, on en avait parlé ici, on ira le voir, merci beaucoup. Ouais, faut mettre la cloche pour être notifié, mais c'est... voilà, n'hésitez pas. Et il y a qui Galatera qui dit le fils d'un ancien dictateur qui parle d'un gouvernement de transition sans préciser le temps qu'elle devra durer, alors qu'il a un programme bien ficelé qu'il dit et qui devrait donc lui permettre de définir le temps de cette transition. Son père est un serviteur zélé de l'Empire britannique. Aujourd'hui, son fils est planqué aux USA. On sait pertinemment que son pouvoir va servir le temps indéfini de son règne. À noter que ce mec-là n'est pas la bonne personne pour un pouvoir de transition. Ne veut pas dire qu'on soutient les mollahs et la République théocratique d'Iran, mais qu'on soutient le peuple iranien dans sa révolution en espérant qu'aucun despote ne puisse se servir de leur sacrifice pour établir un nouveau régime autoritaire. Personnellement, je suis pour que le peuple iranien se libère et organise des élections pour désigner qui les guidera dans la reconstruction de leur pays en étant le plus éloigné possible des puissances étrangères extérieures aux intérêts premiers du peuple iranien. Il a tout résumé, on adore. On passe tout de suite à la news HMD. Et n'oubliez pas de balancer un emoji dans le chat pour notifier votre présence. Semble-t-il qu'on en a besoin pour que l'algorithme repère que vous êtes en train de regarder CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Le streamer américain Speed, vous le connaissez, les shows Speed, 48 millions d'abonnés sur YouTube, rien que ça. Chacal, donne-nous un. T'as vu? T'en as 48 millions? Donne-nous un, Chacal. Juste un, on se met bien. Il est actuellement en tournée en Afrique, dans plein de pays. Et il est en train de faire changer la perception de l'Afrique par des jeunes Américains qui, après tant d'années de propagande négative, s'étonnent de voir qu'ils ont des voitures en Afrique, de l'eau, du Wi-Fi. On nous a menti, vous n'allez pas le croire. Mais ils ont plus d'un pays. Je pensais que c'était juste l'Afrique. Ouais, bon, non, après, les Américains sont vraiment marbrés. C'est donc... c'est pas un pays, l'Afrique.
Mais non, ça parle pas l'africain. Ah ouais, ils sont vraiment cons. Ouais. Je suis désolé, je suis obligé de me boucher de rire. L'Afrique, non, j'avoue, c'est la bambouli. Ah non, mais c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Attends, petite question, tiens, intéressante. Identifiante de pigeon. Est-ce que tu comptes refaire des films que tu aurais fait toi ou des grosses prods dans lesquelles tu joueras? Car en vrai, t'es l'un des meilleurs acteurs humoristes français. Arrête un peu tes conneries, arrête. Merci beaucoup pour le compliment. Et ben écoute, en film, bon là je présente mon premier court-métrage en réalisateur et je vais réaliser mon deuxième court-métrage courant du mois de mars-avril. Je vais le présenter à Cannes, donc ça c'est cool, ça me remet un peu dans le game. J'ai fait un casting il y a pas longtemps pour une série Netflix. J'aurai la réponse, j'espère. Au début de l'année là, donc peut-être que ça marchera, mais bon, j'ai pas d'attente. J'avais même oublié, c'est en lisant ta phrase que je m'en suis souvenu. Donc je reste dans le game, hein, je reste dans le game, mais tranquille. Déjà, j'ai jamais voulu faire du cinéma forcément, donc j'ai jamais fait beaucoup de casting. Le seul film que j'ai fait, c'est L'Ascension avec Ahmed Silla, réalisé par Ludovic Bernard. Et aux côtés aussi d'Alice Belaïdi et Walidia. Mais c'est le seul film que j'ai fait, non pas parce que j'avais pas eu de proposition, mais parce que j'avais pas forcément envie de faire ça et de faire dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire si les rôles me convenaient pas. Bon, voilà. Mais c'était pas mon objectif premier. Moi, c'était la scène, c'était la télé, faire mon émission, etc. Donc voilà. Mais ça se trouve, ouais, hein, vous allez me revoir dans le game. Ça se trouve, cette année, elle va être surprenante. Ça se trouve, cette année, elle va être surprenante. On va avoir un gauchiste... qui critique les médias mais qui va devenir quand même incontournable. Et ça, c'est la meilleure position, tu sais. C'est le truc où on n'a pas le choix que de faire avec. Au même titre qu'ils le font avec... non, pour le coup, ils ont le choix de pas faire avec Zemmour et compagnie, mais ils le font quand même. Je compte obtenir le même genre de place. Voilà, le poil à gratter, mais on l'aime bien, il a une image sexy, donc on a envie quand même de l'inviter, c'est important. Regardez donc cette petite vidéo que j'ai kiffé, putain, des élèves sud-africains qui chantent avec Aisho Speed. Le genre de chant que t'entends avant un match de basket entre les joueurs ou surtout avant un match de foot US. Moi qui a fait du foot US, c'est vraiment ça. Oh mon frérot Ismaël, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ce voyage aux USA, c'était une dinguerie. Une dinguerie. Y aura-t-il un remake sauce des zappings du Before? Bah si, Kemar, il a fait un remake du Before d'ailleurs, sur sa chaîne. Voilà. Allez, on regarde ça et puis on continue. Run the boss! Yeah! I said run the boss! Yeah! Whatever you want. We won't be no the blue and gold, the blue and gold. You set the tone, we take the throne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumbaya. What? Kumbaya. What? Get on. Kumbaya. Kumbaya. The blue and gold, the blue and gold, the blue, the road, the road, the road, the blue and gold. Je sais pas ce qu'ils font, mais je kiffe. Hey, go! Go, blue! Let's go! Let's go! Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kumbaya! 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 Il a dit Kumbaya, ça, je sais pas ce qu'ils disent. Franchement, au début, j'avais du mal avec lui, moi aussi. Je vais pas vous mentir, parce que je comprenais pas la hype. Pour moi, il faisait n'importe quoi. Et pourquoi on lui donnait de la force? Qu'est-ce qui était à part qu'il fasse des saltos arrière? C'était quoi le délire et tout? Et de fil en aiguille, j'ai compris que le mec était pas méchant, il était rnin, tu sais, il était très presque nia, tu vois, genre et puis quand je le voyais dès qu'il parlait à des gens qui disaient moi je viens d'Israël et qui disaient ah sorry but free Palestine bro, et le mec il n'en dérogeait pas et je me suis dit ah ouais putain il a des petites convictions, je sais pas d'où elles viennent, je sais pas à quel point elles sont sincères, mais par contre il y déroge pas, il lâchait des free Palestine normales et d'un coup ça a donné aussi une épaisseur au personnage parce qu'il prenait une position politique qui était pas forcément évidente à assumer et il le faisait dans le plus grand des calmes et il
lâchait pas l'affaire. Et après, je me suis dit, ah ouais, en vrai, il est pas méchant. En vrai, il est pas teubé. Avant, je pensais que c'était juste un gars qui courait et qui sautait en arrière et qui faisait le chien. Et il est aussi full victime de racisme aux USA. Ah ouais, d'accord. Et sportif de ouf. Ouais, sportif de ouf. Bref, tout ça pour dire que finalement j'ai revu ma copie sur lui, donc tant mieux, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je me suis rendu compte que souvent quand j'aimais beaucoup des gens, à la base, j'arrivais pas avec eux. On parle de Speed, de High Show Speed, ouais, c'est ça. Même quand il est allé en Europe, il a pris cher. Écoute, ça je sais pas. En tout cas, c'est bien qu'il ait pu faire changer la perception que ces bâtards d'Américains incultes avaient de l'Afrique. C'est quand même au moins ça de prix. On passe tout de suite au Mezzé. Merci Abdal Malek pour ton message, ça fait plaisir, on est ensemble. Il nous suit du Canada. SO le Canada. C'est sûr, c'est pas notre Thibaut InShape national. Oh non, oh bien que non. On va commencer avec un Roland Courbis. Roland Courbis, comment vous dire, ancien entraîneur français connu notamment de Marseille, de l'équipe de Marseille, qui a été commentateur sportif sur RMC, est décédé à quel âge, mesquine? Il avait 77. Attends, je regarde. Il avait quel âge? Il a 72 ans, 72 ans, donc c'est l'âge de mon daron. Ancien joueur également, ouais. Repose en paix. Roland Courbis est décédé hier, donc à 72 ans. Et voici le pire hommage qu'on ait pu lui faire dans le milieu. C'est signé Mohamed Bouafsi. On en avait déjà parlé de Mohamed Bouafsi, chroniqueur journaliste, qui bosse aussi en production, qui produit l'émission C'est à vous, enfin qui est DG de la boîte qui produit l'émission C'est à vous. Et Mohamed Bouafsi, il nous a fait l'hommage typique des gens qui veulent tirer la couverture en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je veux rendre un hommage et je veux montrer que je le connaissais bien et je veux montrer aussi que on était en place. Vous devez vous dire, de quoi tu parles, Kevin? Peut-être, attention, parce que il l'a connu sûrement, donc il faudrait pas dénigrer son hommage et tout. Je vais vous lire son hommage. Vous allez voir, j'ai même pas besoin. Bon, j'ai une pote qui me l'avait envoyé en soulignant le passage. Mais écoutez, écoutez l'hommage qu'il a fait, Mohamed Bouafsi. Franchement, cousin, frère, toujours plus avec toi. Hein. Mon chéri, est-ce que tu aurais le numéro de... 3 petits points. Plus jamais je ne recevrai cet appel. Plus jamais cette demande un peu folle ce matin de Super Bowl pour retrouver le numéro de Tony Parker pour Olivia. Parce que tu pensais toujours au tien. Toujours. Déjà il commence. Frère, il a placé Super Bowl, Tony Parker pour Olivia. C'est qui Olivia? Tu mets un blast comme ça, on voit pas parce que tu pensais toujours au tien. Ah d'accord, Olivia, donc ça veut dire que c'est qui? Bah c'était peut-être la fille de Roland Courbis. Mais frère, et Olivia c'est sa fille, voilà. Mais pourquoi tu balances les blasts comme ça? Oh, incroyable. L'intro déjà, elle m'a mis mal à l'aise. Plus jamais cette demande un peu folle ce matin de Super Bowl pour retrouver le numéro de Tony Parker pour Olivia. Parce que tu pensais toujours au tien, toujours. Oui, un name drop, t'as peur. Ensuite, Roland, tu as été mon mentor, l'un des tout premiers. Avec Daniel, tu m'as donné la main quand j'en avais besoin. Tu me l'as tendu sans calcul, sans arrière-pensée. Je me souviens de tout, de ta générosité, de ta bienveillance, de ta façon unique de regarder les gens. Tu ne regardais jamais les titres, seulement les êtres humains. Ça, c'est ChatGPT. Tu m'as pris sous ton aile, tu m'as ouvert des portes, tu m'as fait rencontrer les grands de ce monde comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Attends, il parle du connard de Daniel Royolo? Je crois. Quand j'allais te chercher 9 nuggets, tu me donnais un billet de 50 et tu me disais « Ah, il y a la suite !»
Ah, c'est quoi cette histoire de nuggets là? Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh là 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 là, il est insupportable. C'est insupportable, Chacal. Alors, attends. Ah, ça y est, je l'ai, le post. Oh là 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 là. Regarde. Quand j'allais chercher 9 nuggets, tu me donnais un billet de 50 et tu me disais « Garde la monnaie, fils. » Tu étais ça. Un sommet de générosité. Un monument de bienveillance. C'est ChatGPT, la façon dont c'est écrit, nuit et jour, je vous le dis, c'est du ChatGPT pur. Tu étais capable des plus grandes explosions de joie comme des colères les plus mémorables. Parce que tu étais entier, vrai, profondément bon. Tu as été le premier à me regarder sans jamais me juger. À me dire avec cette voix, je n'oublierai jamais, Momo, ne lâche rien. Tu connaissais tout du football et surtout, tu connaissais tous les hommes. Tous des hommes. Zidane devenu Zizou, c'était toi. Ginola à Toulon, c'était toi. Blanc à Marseille, c'était toi. L'éclosion de Dembélé, c'était toi. Et ce jour-là, à Montpellier, me dis 4-0, tu te retournes vers Louis Nicolas et tu lui lances « On va gagner 5-4 ». Tu étais fou, mais surtout tu étais brillant. Tu as toujours été fidèle. Parfois jusqu'à te mettre dans des galères. Mais toujours loyal, toujours droit. Bon bref, après c'est un hommage classique. Tu vas me manquer, Roland, mais tu vivras dans nos cœurs. Et évidemment, là c'est le moment où il met des photos. Et des vidéos. Ça tranche avec la musique quand même. La vidéo de... Voilà, pour montrer que je suis prêt. Et après, alors on va mettre une autre photo. Hop, une photo, on est ensemble. Évidemment, c'est important. Hop, une autre photo de nous deux pour rappeler que moi je le connais. Regardez, je le connais, regardez. Le coup des nuggets, putain. Voilà, j'ai envie de dire Mohamed Bouassi, hein, on a l'habitude. Toujours plus. Toujours plus. Il fait un passage dans Zonzon aussi. Ah ouais, je connais pas bien sa life. Si tu le dis. Mais en tout cas, vraiment, lui, ne faites pas dommage si c'est pour vous faire saucer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ne faites pas dommage si c'est pour vous faire saucer. Il y a une Brawl Pivet. Était allé voir les agriculteurs. Apparemment, elle a reçu un liquide. Je sais pas pourquoi tout le monde parle de liquide et qu'on n'ait toujours pas réussi à trouver c'était quoi ce liquide. Vous l'avez, la contenance? Cadre. Oui, oui. Ah, mais Venez avec moi. on vient là. J'ai la chambre d'agriculture avec moi. On va se poser. On va. Oui, oui. C'est pas facile, hein. Non, mais c'est pas parce que c'est pas facile. Oh, allez, c'est pas possible ça. C'est pas bien. C'est pas possible ça. Alors Là, non. Ah, c'est de l'eau. J'espère que c'est du pipi. Aujourd'hui, Oui. dans mon bureau, Oui. je vois toutes les organisations syndicales. Là, c'est une agression que nous venons de voir en direct. Oh, arrêtez avec agression, t'as reçu de l'eau, Chacal. Oh, ils aiment trop ça maintenant. Tu te rends compte que dès qu'un un politique se fait toucher par quoi que ce soit, ou même il se fait pas toucher par une agression. Ce que nous venons de voir est une agression en direct. Mais oh, calmez-vous, doucement un peu là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, supportable. C'est que vous regardez, ce sont des images de violence, de brutalité, le sentiment. Oh là 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 là. Ce sont des images de violence, de brutalité. Wesh. Non mais, frère, quelle violence, brutalité. On n'a même pas vu l'eau qu'elle a reçue. La meuf, elle est encore là, elle n'est pas vivante, elle s'est pas liquéfiée. C'était de violence. Elle est journaliste de cours, là. Que la présidente de l'Assemblée nationale s'est fait cracher au visage. C'est ce qu'on croit. Nous vérifierons. Elle a reçu quelque chose d'humide. Ah, l'autre qui rajoute, elle s'est fait cracher au visage. Là, c'était violent. Symboliquement, le crachat. Mais faux. À deux doigts de dire terrorisme. Est-ce que ce serait pas un acte de terrorisme? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est un crachat directement, ce qui serait? Attention, Merci Volcanique Waro Revo qui nous dit, je cite, par contre les politiques de gauche qui prennent des colis piégés, ça on s'en fout.
Merci. Non mais la vie de ma mère. On vous rappelle que notre ami Manuel Bompard devait recevoir un fucking colis piégé qui a explosé dans la camionnette et c'est passé inaperçu. C'est-à-dire que on n'en a pas du tout parlé dans les médias, on n'a pas insisté, on n'a pas fait des directs, on n'a pas débattu de pourquoi, de qui. D'ailleurs, à cette heure, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Ils n'ont pas remonté le truc et tout. Il y a eu d'autres personnes qui avaient été visées, notamment l'humoriste Elodie Pou que j'embrasse. Ils s'en foutaient totalement. Un colis piégé, chacal. Mais l'autre, il prend un jaune d'œuf et de la farine, on le commente non-stop. Elle, un liquide. Bon, au final, je crois qu'on n'a pas plus commenté que ça. Non, mais c'est chaud quand même dans un pays 2 poids 700 mesures qui est fatigant. Moi, ça ne me pose pas de problème. Non, mais vous êtes des citoyens, vous êtes devant l'Assemblée nationale, vous avez le droit on a déjà échangé avec vous. Vous savez comment je fonctionne. Exactement. Et vous savez que l'agriculture me préoccupe considérablement. Ah, le suceur en face. Exactement. Non, vous, c'est bien. Non, mais vous, c'est vrai que vous êtes gentil. En fait, quand tu prends la séquence complète, nous dit Noévé, la seule violence qu'il y avait, c'était les putains de drapeaux nazis qu'il y avait dans les tracteurs que les flics leur ont demandé de retirer, qu'ils ont remis juste après. Ça a choqué personne. C'est ça qui me vénère le plus. T'es pas sérieux? Des drapeaux nazis? Wesh. Ah ouais. À chaque fois que je vais sur le terrain, je vais voir les agriculteurs. Oui, la fois que vous avez sollicité, vous nous avez dit oui. Il n'y a aucun problème. Oh, le suceur bonnet jaune, là, il m'a fatigué. Non, mais c'est vrai que vous êtes gentil. Non, vous, c'est vrai. Vous, franchement, alhamdoulilah, on a de la chance de vous avoir. Oh, doucement, chacal. Ah ouais, un peu de pipi d'une vache qui a été euthanasiée. Ça aurait été sympa, ça. Ça change des plateaux télé à tapis rouge, nous dit Féti sur le Telegram. Exactement. Ciotti, Éric Ciotti, chef de l'UDR, extrême droite, a encensé Brigitte Bardot à sa mort. Ça, c'est un petit truc qu'on ne vous avait pas mis la semaine dernière. Il a fait un hommage. Il a demandé un hommage national pour l'actrice, alors que l'élu d'extrême droite ne partageait pas tant la passion de Brigitte Bardot pour la cause animale. Le voici ici en 2024 avec un mouflon qu'il a chassé. Ah bah alors Eric Sottise, ma petite Sottise, qu'est-ce que il est comment là le mouflon là, il est en train de poser gentiment, il était consentant, il lui est rien arrivé. Sottise en fait. Alors, je croyais que... c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais, là. Tu tiens le logo des Rams de Los Angeles dans tes mains, là. C'est pas... Mais il est vrai, celui-là. Il a l'air grandeur nature, hein. C'est horrible, ce genre de photo. Il y a que des droitards, là, qui peuvent partager des trucs comme as fièrement. Je connais pas un gauchiste qui ferait as. Ouais, je partage la cause animale, je suis un prédateur. Eric Sottise, 2026, la vie de ma mère. La vie de ma mère. On continue, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a eu sur le... Marlise, évidemment, toujours là. Sur le Telegram, heureusement, qui s'attendait à mieux venant d'un mec qui a pour seul argument politique une attaque sur le physique. On se souvient de la phrase qu'il a sortie concernant Mathilde Panot, qui disait que voilà, il y avait plus d'icônes comme c'est qui les icônes aujourd'hui qui étaient à la hauteur de la beauté de Bardot. Pas sûr que ce soit Mathilde Panot, il avait dit un truc comme ça. Bref, un gros FDP évidemment comme il se doit. Le 16 de Marlise, non, là c'était pas un 16, là c'était une mesure tranquillement. On va parler du pétrolier russe qui était sans pavillon, c'est-à-dire qui était non référencé et non rattaché à un État. Et soi-disant, mais qui appartenait à la Russie et qui a été saisi par Donald Trump et bien sûr, il n'a pas le droit. Acte de piraterie ou légalité, est-ce que c'est possible ? Évidemment, ils ont invité qui sur LCI ? BHL, pour venir en parler. Arrêtons-nous un instant sur ces images, s'il vous plaît. Ces États-Unis-là, vous avez réagi sur l'affaire du Venezuela et dans d'autres. Est-ce que ce sont les États-Unis qui vous plaisent, ces États-Unis qui s'activent face à la Russie ? On a tellement dit ils sont mous face à la Russie. Là, on peut pas dire qu'ils soient mous. Oui, ces États-Unis-là me plaisent, qui s'activent, qui résistent,
et qui se moquent des Russes. Les Russes se sont depuis si longtemps moqués de Trump. Là aujourd'hui, Maduro et aujourd'hui ce navire, c'est une sorte de pied de nez aux Russes. Et ça, c'est assez réjouissant. C'est peut-être l'amorce d'un changement de ton. Est-ce qu'on va vous entendre dire bravo Trump? Vous avez été très critique sur Trump, mais là, est-ce que vous dites bravo Trump? Je suis très critique toujours de Trump sur bien des choses. En revanche, si Trump se décide enfin à comprendre que la Russie est un danger existentiel, Ah oui, merde, pardon. Excuse-moi, il n'y avait pas de son. Ah ouais, j'avais oublié, pardon. Excusez-moi. Je disais, c'est ouf quand même de voir comment... Bernard-Henri Lévy est belliqueux as fuck. Il est tout le temps invité. Pour... comment dire, louer les gens qui sont les plus forts et qui font la guerre aux autres. C'est dingue. Et c'est tout ce qu'il fait. Regardez, il est présenté comme étant écrivain philosophe. Mais frère, qu'est-ce que tu veux, il est autant écrivain et philosophe que moi je suis crossfitter. C'est un truc de ouf de voir qu'on lui donne autant d'importance. Parce que normalement, on devrait jamais l'entendre, la vie de ma mère. Il est toujours dispo pour être à la télé, lui, la vie de ma mère. Je sais pas pourquoi il a pas lancé des émissions, lui. Il est autant écrivain que je suis payé à la fin du mois. BHL, Brouter, High Level, je te jure. Je déteste ce type et on est deux et on est beaucoup même. C'est un vautour. Il a réussi à créer une aura importante autour de lui et dans la kayfabe médiatique et politique, on fait semblant de considérer BHL comme étant quelqu'un à un niveau au niveau qui serait au niveau d'un politique, d'un ambassadeur, etc. Alors qu'on sait tous pertinemment qu'il n'en a ni les compétences ni la justesse, mais on a tous décidé d'accepter dans cette kayfabe de dire oui, non, BHL qui est, de toute façon lui il est important donc c'est normal, il faut l'inviter et tout, mais il serait peut-être temps de la casser cette kayfabe. Il serait peut-être temps que des rédacteurs en chef, rédactrices en chef, les programmateurs ou programmatrices de télé se disent bon, venez, on arrête avec BHL parce qu'en fait, on s'en bat les couilles de sa vie et on s'en bat les couilles de son avis et on aimerait bien en fait qu'il ne soit pas là. C'est un truc de ouf. C'est devenu un PNJ méchant, exactement. Allez signer la pétition, la proposition de loi Sequer, parce que ça nous ferait beaucoup de bien, surtout par rapport à des gens comme lui, Denis, j'allais dire son nom de famille, peut-être pas besoin, sur le Telegram, qui nous dit, n'est-ce pas plutôt les Russes qui se sont moqués des Américains? Bah déjà, ouais, je crois. Ce pétrolier était vide et bon pour la casse. Cela leur a permis de tester les modes opératoires des Américains à moindre coût et pour plus tard profiter de cet enseignement. Ah, intéressant, j'ai pas l'info là-dessus. Donc là, je ne pourrais pas confirmer ce que tu viens de dire, mais la théorie est intéressante. Marlis qui dit la chaîne de l'enfer, le plateau de l'enfer, l'invité de l'enfer, les propos de l'enfer, tout simplement. Tranquille qui dit c'est quand qu'il rend l'âme, lui. Même le diable ne le veut pas de chez lui. Je te jure que lui, quand il va mourir, on va pas le pleurer. Eric Tegner qui dit oh, cette mise en scène, les comédiens n'ont qu'à bien se tenir. Eric Tegner is a new Pierre Ninet. Pourquoi? Regardez, c'est rapide. Attention. Eric, tu prends ton scooter et tu vas à l'Assemblée nationale. Maintenant, oui, c'est important. Il y a une mobilisation devant l'Assemblée nationale. Donc, tu vas sur place et puis tu reviens. Pour raconter ce qui s'y passe et je reviens après. À tout à l'heure. On t'appelle en direct. À tout de suite. À tout à l'heure. Ok.
même Sophia Aram, elle joue mieux. Même Sophia Aram, elle joue mieux. Bon, c'est censé être un peu une partie de son taf, mais c'est quoi cet acting sur 20? C'est pas les cours Florent, c'est les cours foirés. Oh là 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 là. On la refait. Eric, tu prends ton scooter. Déjà, elle, tu sais, qui filme et qui met bien son doigt pour faire croire qu'on est en POV. Qui fait ça? Eric, tu prends ton scooter. Cousine, t'es con, quoi? Oh. Et tu vas à l'Assemblée nationale maintenant. Oui, c'est important, il y a la mobilisation devant l'Assemblée nationale. Donc tu vas sur place et puis tu reviens. Pour raconter ce qui s'y passe et je reviens après. À tout à l'heure. On t'appelle en direct. À tout de suite. À tout à l'heure. Ok. Tu prends ton scooter. Tu n'es pas en scooter, Eric, tu viens en taxi. C'est un... Ah ouais, non mais là, acting sur 20, incroyable. Hein. Merci d'expliquer ce que tu fais. Ouais, grave. D'accord, je vais prendre mon scooter. Je vais aller devant l'Assemblée nationale car il y a des agriculteurs qui sont devant. Oh là 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 là. Cette mise en scène sur 20, c'est pas bien. Oh oui, Kelly, j'y vais. Du coup, je te lèche le fiac avant ou après, qui nous dit Canan. Lydie qui dit incroyable au premier degré. Il va récupérer les sushis. Non mais sérieux, oh là là. Ils ont voulu faire une vidéo en mode pour vous montrer comment ça se passe entre nous. Pour vous montrer comment ça se passe dans une rédaction qui est au cœur de l'actualité. Pour pouvoir mieux décrypter l'actu. Ah ouais, laisse tomber. Une tête de pervers, Eric. Il a eu une sauce, lui, d'harcèlement ou d'agression sexuelle en plus. Hein. Je sais pas où en est l'affaire. Mais quel état voyou, les States? C'est une dinguerie, franchement. Merci, Prof Bait sur Insta, qui nous l'explique. Regardez à quel point les States, c'est un état voyou. Et j'aime pas qu'on présente les States comme des libérateurs. Il faut arrêter avec ça. C'est un putain d'état voyou. Un des plus gros états voyous, si ce n'est le plus gros. Voici tous les gouvernements d'Amérique latine que les États-Unis ont fait tomber depuis 1947. Costa Rica en 1948, Guatemala 1954, Salvador 1979, Nicaragua 1981, Panama 1989, Paraguay 1954, Brésil 1964, Pérou 1968, Chili et Uruguay 1973, Argentine 1976. Ça, c'est la carte complète. On peut rajouter Venezuela 2002, Bolivie 1971 et Équateur 1963. Et je me suis posé une question. Quel est le point commun entre tous ces pays expliquant les interventions états-uniennes? La réponse évidente, c'est les ressources, mais elle est incomplète. Parce que certains pays avec énormément de ressources ont échappé à la prédation américaine. Alors, pourquoi? En fait, c'est hyper intéressant, parce que c'est toujours le même mécanisme. Des entreprises américaines décrochent des contrats ultra avantageux en Amérique latine sur le pétrole, les minéraux, le coton, le cacao, bref, toutes les ressources, et en échange, une petite bourgeoisie locale qui est au pouvoir obtient sa part du gâteau. Tout le monde est content, sauf le reste du pays. Parce que les ressources qui auraient dû financer les écoles, les hôpitaux, finissent par enrichir les États-Unis, pendant qu'une petite élite corrompue verrouille le système. Sauf que dès qu'on a un nouveau gouvernement qui commence à parler de redistribution des terres, de nationalisation du pétrole ou de j'ai plus confiance en l'aigle. Taxes sur les multinationales, bref, de faire en sorte que la... Parce que celles et ceux qui regardent pas la vidéo, il y avait un passage avec Trump qui avait un aigle sur son bras. Richesse servent enfin au pays, alors ça devient une menace et boum, intervention américaine. En 2026, on passe un cap. Je vais te ramener des infos pépites pour comprendre le monde. J'ai trop hâte. Alors, abonne-toi et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup à toi, Prof Bates. Mais oui, c'est un putain d'état voyou. Il y a un moment, les États-Unis, il faut arrêter. Je vous ai déjà dit, la narration et la façon dont on présente les choses. Voilà, c'est ça qui fait que tu crois qu'un État est gentil et que tu vas différencier l'État gentil de l'État méchant. C'est de la façon dont on va te le présenter. Si demain on devait présenter la France à chaque fois comme étant le pays qui a colonisé une grosse partie des terres dans le monde, qui a tué, pillé, violé, qui a jeté des Algériens dans la Seine, qui éborgne des manifestants, qui en 2005, en 2024 a refusé d'écouter le vote, donc qui n'est pas démocratique. Enfin, et la liste est longue. Imaginez, je vous présentais la France que à travers tous
toutes les violences et toutes les dingueries que l'État a pu faire dans son histoire, le fait que Papon, qui était sous Vichy, est devenu ensuite après le préfet de police, alors qu'il a collaboré avec les Allemands, et c'est à cause de lui qu'on a eu les voltigeurs et qu'ensuite on a acheté les Algériens dans la Seine. Toutes ces choses-là, tu te dirais, la France est un pays de FDP fois 1000, un État voyou au même titre que la Russie. Or, on a décidé de présenter les Occidentaux comme plutôt des pays gentils et démocratiques versus les pays méchants, autoritaires, dictatoriaux. Et c'est un truc de ouf, en fait. De Gaulle qui largue du napalm sur les Camerounais. Putain, mais oui, il y a tellement. Bref. Tiens, on va regarder cette vidéo sur la fausse excuse des États-Unis qui se battent pour la démocratie aussi. Elle est pas mal du tout. C'est une vidéo qu'on va écouter en panacloc. J'ai pas envie de faire de montage aujourd'hui. Est-ce que les Américains ont apporté la paix et la démocratie au Vietnam? Je dis ça et je vous la montre en plus. Au Cambodge, en Afghanistan, en Irak, en Yougoslavie, en Syrie, en Libye, en Amérique du Sud, au Nicaragua, à Haïti? Nulle part. Et pourtant, si vous prenez un livre de William Bloom qui s'appelle Killing Hope, tuant l'espoir, il liste toutes ces guerres, toutes ces politiques d'ingérence où il n'y a jamais eu de démocratie. Où est la démocratie aujourd'hui apportée par les Américains en Irak? Sur les ruines de l'Irak est né l'État islamique. Les Américains ont financé les Moudjahidines en Afghanistan, qui sont devenus des djihadistes, qui sont allés se battre contre les Serbes en ex-Yougoslavie et qu'on retrouve aujourd'hui dans nos capitales européennes. C'est tout le contraire. C'est le règne par le chaos. Moi, je veux bien croire que les États-Unis apportent la démocratie, mais il faut apporter des preuves. C'est tout le contraire. Et nous les suivons, et donc du coup, nous connaissons la suite de l'histoire. Parce que derrière, si les Américains, au bout d'un moment, n'arrivent pas à contrôler une position, eh bien, on va se retirer. Mais qui est-ce qui va devoir ramasser les pièces détruites, les nations détruites, les peuples décimés? Donc nous allons payer ce prix, nous, Européens. Et je rappelle que cette guerre en Ukraine concerne les Européens. Ça nous concerne. Elle peut s'étendre, elle peut quitter les frontières de l'actuelle Ukraine et déraper dans un conflit qui dépasse largement l'Ukraine. Et les Américains seront là, pour le coup, très loin. Retrouvez-moi le nom de cet homme. Il est incroyable. SO, cet homme qui a tout dit concernant les États-Unis. Est-ce que j'en pense? Quand je parle des États-Unis, je parle du gouvernement américain, évidemment. Depuis toujours dans notre histoire contemporaine, c'est un enfer. C'est un enfer. On enchaîne avec les propos choquants du ministre du Logement concernant Panot et l'aide aux sans-abri. Écoutez. Si elle veut réquisitionner un logement, qu'elle commence peut-être par mettre le sien à disposition. Les bureaux des députés, ça tombe bien, en général, il y a des lits dedans. Donc, faut pas hésiter, qu'elle donne son bureau, puis ensuite, on regardera. Ok, merci beaucoup, c'est bien, super. Merci pour ton impact, cher ministre. Argument nullissime, aucune réponse sur le fond, il est minable. Denis qui dit le plus choquant, c'est qu'il avait dit juste ça avant cet extrait, qu'il n'y avait pas besoin de réquisition car il y avait suffisamment d'hébergement pour les sans-abri. Ah bah oui, les sans-abri te confirment. Oh, franchement, on est grave bien hébergés. On n'est jamais dehors. Marlis qui dit du coup le mec il est pas scandalisé que des gens dorment dehors, genre c'est pas son problème, mais casse-toi du gouvernement si tu estimes que des gens qui dorment dans la rue dans le pays que tu représentes, ça ne te concerne pas. On a besoin de gens investis et impliqués, pas de bouffeurs à tous les râteliers pour bien rayer le parquet à user et abuser des privilèges. Merci beaucoup Marlis, encore une fois tu dis fort ce que on pense tous et toutes. Il est stressé, lui, nouveau fonctionnaire en stage, on dirait. Quelle merde ce type, grosse envie de lui dire d'aller se faire 3 petits points. Éric Ciotti d'ailleurs qui dit tous les soirs en Ile-de-France il y a 50 000 lits qui sont réservés par la préfecture pour loger des migrants et que ça représente 1,2 milliard d'euros et que c'est plus tenable pour les Français. Nouévé va nous dire que c'est faux, évidemment. On regarde ce passage. Ile-de-France, savez-vous que ce soir, alors ce soir c'est une période de grand froid, mais allez prenons le mois d'août, 50 000 chambres d'hôtel en moyenne sont payées par la préfecture de région Île-de-France pour l'essentiel pour des étrangers en situation de demandeurs d'asile. C'est 1,2 milliard par an, c'est pas normal. C'est 1 milliard c'est pas normal. C'est 1,2 milliard, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ok, bon bah c'est faux, hein. C'est pas que des migrants, c'est tout le monde qui sont sur ces lits, mais on n'est pas un mytho près avec notre ami Ciotti.
Pour le reste, je vous laisse regarder l'article de Mediapart, vous allez rigoler. L'article de Mediapart qui dit les folles économies de la famille Ciotti au détriment de la sécurité sociale. Je vous donne juste un petit exemple. Un petit extrait, pardon. Depuis plus de 18 ans, la mère d'Éric Ciotti occupe une place dans un hôpital de la vallée de la Vésubie, pourtant réservé à des soins de courte durée. Conséquence, la prise en charge, est entièrement assumée par la sécurité sociale avec au moins 500 000 € d'économie à la clé pour la famille Ciotti. Le nouveau patron des Républicains n'a pas répondu à nos questions. Bah oui, allez vous faire foutre là. Pourquoi vous sortez les vrais bails ? Merci beaucoup. Franchement, Éric Ciotti, Éric Kittistro, bref, j'en peux plus de voir ces politiques qui sont là à mettre de l'huile sur le feu, alors que les gars c'est des nantis, ils sont les mieux lotis dans ce game. Et là, c'est un truc de ouf. Et là, les mecs, ils jettent en pâture des gens qui sont déjà en galère et en précarité. Allez, c'est pas grave, on va essayer de pas déprimer et on va se faire un petit point en milieu d'émission avant d'attaquer le scan pour savoir pourquoi les médias détestent-ils l'Algérie. On se fait notre session coupé-décalé à Talakou où on va citer le nom de tout le monde. Pour que vous puissiez réagir, pour que l'algorithme puisse savoir que vous êtes là, mettez juste un emoji, mettez un petit mot et je vais lire vos noms, c'est parti. Bienvenue dans ces cas, oh oui, oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter, ok, oh oui, oui. Balancez vos blazes. Shinzeo, tous explique. Ça rigole pas avec Fontière. Moi, Boussobi, très très fort. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Ali en 6. Good Earth Cinnamon. Unruly Mine, Amsa GMC, Monamen, Kobayashi, Kims, Pastorati, 78, Identifiante de pigeon, Azouzman, Wally, Wailou, Serendipity, 447, le code du cadenas, Likwa, Graphique 63, Romeros 92, Monsieur Stick qui est dans la maison, MX Turel, Kobayashi, Bilal 124, Gloupi, Red Mina, Antokaban, Ism, Epak, Warbirds 5187, Mika 454, Oh, tout de Nazareth, on cherche tes vannes. Eric Pico Moretier dans la maison, Tibloc, Noura 1970, Résiste à mon poésie, Micha Sil, Site de nuit, GDP, Kobayashi, GDP, Sidamet Bishop. Il y a du monde, ça fait plaisir. On est 562 au global. 562. Bravo. Ça fait trop plaisir de vous voir, vous êtes tous là. Roronoa, pull up. Kouloutamam. Ah, on y va. On va commencer. Le scan. Au purée de pommes de terre. Tout le monde est là. C'est parti. Hello YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas bien YouTube, je vous le dis tout de suite. On en discutait sur Twitch là, on en discutait avec les gens. On a une chaîne qui monte en abonnés, 324 000. Merci beaucoup, c'est gentil. Non, pas d'applaudissements, c'est gentil. Comment ça, on fait des 1500 vues, 2000 vues là? Ça a chuté fort. Plein de gens me disent, mais je vois pas, moi je suis abonné pourtant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Pour pas qu'on s'affiche face à tout le monde. Ma daronne, avant, elle nous disait, je veux que vous soyez bien habillés parce que je veux pas qu'à l'école on dise que vous êtes négligés. Là, c'est pareil, les enfants. Il faut qu'on soit bien habillés.
Il faut qu'on ait 20, 30, 40, 50 cas par vidéo pour qu'on soit, tu vois, hein, qu'on commence pas à nous dire « Ah, le short, il est troué !» Donc, il faut activer la cloche. Exactement, Rodronoa, Onro Limagne, activer la cloche. Il faut faire un son. On va faire un son qui va s'appeler « Activer la cloche ». Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Il faut activer la cloche. Ça va péter. Oh oui, oui. Il faut activer la cloche. T'es dans CKR. Ça grandit. Attends, c'est quoi ton plat préféré? Ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. C'est le rougail saucisse. De la station thermale. Oh, active la cloche, active la cloche. Je mange. Active la cloche, active la cloche, active la cloche. Au purée de pommes de terre. Active la cloche, abonnez-vous, regardez au fond de travail comme moi. Allez, c'est bon, là j'ai fait ma petite baille. L'Algérie a été éliminée de la CAN. Ouais, pas facile. Ça fait pas plaisir pour mes DZ, on est ensemble. Bon, après, voilà, j'ai pas vu le match, mais tout le monde était unanime pour dire bon, ben, alors le Nigeria était au-dessus, et malgré les erreurs d'arbitrage, etc. Erreurs d'arbitrage, on peut le pointer du doigt quand c'était serré, mais là, ça l'était pas. Néanmoins, j'ai ma pote Tissem, qui est franco-algérienne, elle est née là-bas, et elle me dit, je te jure, Kevin, je sais pas pourquoi on nous aime pas, nous les Algériens. Tout le monde se réjouit lorsqu'on tombe. Pourquoi on a cette image-là? Et je lui dis, bah non, dis pas ça et tout. Et je suis tombé sur cette vidéo du Sensei Demo qu'on va regarder ensemble tout de suite. La vidéo du Sensei Demo. Là, le Nigeria a battu l'Algérie. Et le problème, c'est pas que les gens sont heureux parce que le Nigeria a gagné. Les gens, ils sont heureux parce que l'Algérie a perdu. Faut voir dans les commentaires, ça dit bien fait pour eux, il y aura pas de voiture brûlée. Ils mélangent tout. Je sais pas comment ça se fait que les gens n'aiment pas l'Algérie comme ça. Alors que l'Algérie, c'est un peuple chill de ouf. Les gens, pour le foot, mélangent tout. Après, j'avoue, l'arbitrage, il n'était pas fou. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que le Maroc batte le Nigeria, que nous, le Sénégal, on part en finale et qu'après, il y a une finale Maroc-Sénégal et qu'on gagne la CAN. Ce serait magnifique. Pour moi, c'est le meilleur scénario. Le seul truc qui est dommage aussi, c'est que j'aurais voulu voir le divertissement Maroc contre Algérie. Ça aurait été le divertissement, ça aurait été magnifique. Mais bon, le foot, ça va trop vite. En tout cas, gros respect à mes frères algériens. Vous êtes des kings. Et j'espère que pour la Coupe du Monde, on va aller loin. Sénégal, Maroc, Algérie, j'espère qu'on va aller très loin. Mes frères algériens, les gens, le nom... Tu sais que tu dis, d'ailleurs, là je vois shout-out aux Nigériens qui ont lavé la France sur Lumumba. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce fameux supporter congolais qui a été présent, là, qui tenait cette pose-là pendant tous les matchs. Et pour représenter Lumumba... Et qui donc était un homme d'État de la République démocratique du Congo, considéré comme le premier héros national post-indépendance. Et en fait, les Algériens ont rendu hommage à ce supporter. C'est pour vous dire à quel point il y avait de la fraternité. La délégation algérienne, elle a voulu rendre hommage à ce et le rencontrer et tout pour lui dire pour le remercier, pour le shout-out, parce qu'on est ensemble entre Africains. Et donc tu vois, il n'y a pas de débat. L'Algérie, elle a aucun problème avec ses frères et sœurs des autres pays. Et c'est vrai qu'on tombe très facilement sur l'Algérie. Même le frère de Just Riyad, Miskin, il était triste pour les Algériens. Regardez. On a perdu, certes. Ok, on a perdu contre le Nigeria, bien joué à eux. Mais pourquoi tout le monde nous tombe dessus, là? Pourquoi on nous aime pas, comme ça? Pourquoi tout le monde parle de nous, Zahma? J'ai pas compris. J'ai juste l'impression que les gens, ils sont contents que l'Algérie ait perdu. Pas que le Nigeria a gagné, que l'Algérie ait perdu. C'est ça, en fait, j'ai l'impression. Tout le monde est contre nous. Tu vois, sur Twitter, TikTok, Insta, tout. Je reçois des messages, tout le monde m'envoie des messages, frère. Moi, je m'en foutais quand les autres équipes perdaient. Mais pourquoi, quand c'est nous, ça prend une ampleur comme ça? Tout le monde parle. Pourtant, nous, on a un peuple gentil, on a un bon peuple. Pourquoi les gens, ils parlent comme si on était des méchants? Wesh. Je comprends pas. On est là, on joue au foot de notre côté, on parle pas trop, on respecte les autres équipes et tout. Et au final, Théma, comment ça nous parle? Théma, comment ça nous respecte pas, frère? C'est n'importe quoi, ça. Et peut-être que
il y a aussi des abrutis, comme Ben le Patriote, dont même les fachos ne veulent pas, qui mettent de l'huile sur le feu pour alimenter les clichés autour des Algériens. Regardez. Alors lui, ce mec, je comprends pas. Hein. Énigme. Il a voulu se mettre les patriotes, mais tu feras jamais partie de la famille, chacun. Algérie. Pourquoi à chaque fois que l'Algérie elle perd, on dirait que l'Afrique elle gagne? Pourquoi tout le monde est content quand l'Algérie... Il y en a, ils sont plus contents pour la défaite de l'Algérie que pour leur victoire. Ah ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu te demandes encore pourquoi? Tu sais, il a mis des images, on n'a même pas le contexte, on sait même pas de quelle année ça date, et le mec il dit... Tout le monde déteste l'Algérie. Parce qu'on n'est pas éduqué, parce qu'on est de mauvaise foi, parce qu'il y a trop de fierté, parce qu'il y a trop de sauvagerie, parce qu'il y a de la débilité, de la folie, de la violence, du non-respect, de la moquerie, de l'insolence, de l'ingratitude, de l'effet de groupe négatif. Vous avez juste pas vu toutes les images. C'est-à-dire que je peux même pas mettre toutes les images du match. Et ne dites pas les médias n'en ont même pas parlé. Il y a eu plein de pays africains qui se sont fait sortir de la CAN. Il n'y a pas eu ces scandales-là. Il y a un moment, quand tu perds, tu te la boucles, tu rentres chez toi. Alors, on se pose plus de la question de pourquoi tout le monde déteste les Algériens. Il y a une moitié des Français d'origine algérienne et des Algériens qui sont extraordinaires et l'autre moitié qui est toute pourrie. Ton décompte là de la proportion de la moitié d'Algériens qui est super et de l'autre qui l'est moins, c'est sorti d'où? Quel chiffre? N'importe quoi, putain. Et on nous met tous dans le même sac. Normal. La moitié, c'est quand même beaucoup. Mais la moitié de quoi? Chacal, tu le sors d'où ton truc? Tu le sors d'où? Ton constat de la moitié, c'est quand même beaucoup. T'es l'INSEE? T'es qui, toi? T'as un institut chez Watt, là? T'es là, peut-être? Dans la voiture? Si, dans le coffre de la voiture de société? Il y a un institut de sondage en Polly Pocket, peut-être? Non, mais vraiment, c'est quoi ça? C'est source quoi, frère? Source au pif ou IFIAC? Mon frère. Donc vous n'avez pas fini de détester les Algériens et les Français d'origine algérienne, malheureusement, tant que cette mentalité-là de sauvagerie perdurera. De sauvage. Mais toi, t'es qu'un putain de collabo. T'as été lavé dans ton cerveau avec de la pisse et du vinaigre balsamique. C'est pas possible, quand même. Oh, Astaghfirullah ya Rabbi, c'est un truc de ouf. Comment il est matrixé, le frérot. Incroyable. Et tu crois qu'il va se passer quoi, les gars? Tu seras jamais les potes des racelards, mon frère. Tu seras jamais les potes des patriotes racelards. Ah ouais, lui là, oh là là, get out. T'es malayeuse, c'est du vide derrière là. Là, si tu creuses, il y a un écho, il y a de la réverb carrément. Incroyable. Pour les fachos, il restera toujours un basané, un arabe. Ce sera un arabe. Et tu l'as bien vu lors de ta pseudo-manifestation patriote que tu as voulu lancer. Ils t'ont pas suivi, chacal. Ils t'ont pas suivi. Casse-toi. Oh là 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 là. Le ref, là, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà un peu qu'on n'est pas trop servi, on va pas se mentir, par tous ces gens. Et ça joue sur, tu vois, la perception du peuple algérien par les autres. Il y a pareil un autre mec qui s'appelle Grizzle Français, je connais pas. Le gars s'est pris pour l'INSEE Loan à la rigueur, la vie de ma mère. l'INSEE Davenport. On écoute tout de suite Grizzle Français. C'est parti, on écoute tout de suite Grizzle Français. J'ai mis une petite musique de transition. Toute l'Afrique et tous les Français sont heureux que l'Algérie ait perdu. On voit des vidéos qui tournent, on voit tout le monde heureux que l'Algérie ait perdu. Et c'est vrai que c'est malheureux de se réjouir plus qu'une équipe perd qu'une équipe qui gagne. Eh ben, c'est très simple. Vous êtes les premiers fautifs, les Algériens. Votre comportement. Il n'y a rien d'autre à dire. Votre comportement.
Vous avez un comportement au long de l'année qui énerve tout le monde. Vous avez dénigré le Nigeria la veille du match de foot. Et là, vous perdez. Mais si vous ne pensez pas que votre comportement fait du mal à votre image, eh ben, je vais vous faire un petit rappel. Merci le Nigeria. Merci infiniment. Et vous les Algériens, la prochaine fois, faites attention à votre image, tout simplement. Pourquoi toute l'Afrique et tous les Français? Tout simplement. Il nous a mis une image des abrutis. Il y a un drapeau algérien. Ils montent sur un sympa de Noël et ils sont contents. Des abrutis. Ouais, tu fais pas ça. C'est pas le lieu ni l'endroit. C'est pas frère, c'est pas de l'acrobranche. Les gars, ils ont cru que c'était de l'acrobranche. Mais il y a des branches, frère. Moi, on m'a dit, je voulais faire de l'acrobranche. C'est des abrutis. T'as sorti une vidéo, chacal, ça te suffit pour dire voilà pourquoi il faut détester des gens parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils font n'importe quoi. Une vidéo, tu discrédites tout un peuple. Mon frère, c'est un truc de ouf. N'importe quoi. Vraiment, 7 neurones dont 2 RTT. Je vois que sur YouTube, là, ça commence à papoter. Vous me dites s'il y a des gens qu'il faut dégager. On veut des débats sains. Tout le monde a oublié le Maccabi Tel Aviv, je te jure. Parce que cette équipe, elle est quand même hard. Elle est quand même pimentée. À chaque fois qu'elle se déplace, ils font des dingueries. Bref. On a quoi d'autre? Arrête, c'est toujours comme ça. Non, je refuse de rentrer dans cette essentialisation. Carrément, il a chanté. Attendez, il y a encore une autre vidéo du même gars. Attends, on va regarder ça. Soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Par-dessus les troncs, soudain j'ai vu. Ah oui, en fait, c'est juste Raslar, en fait. Lui, c'est le fave de TikTok. Ah bon? Ah d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu peux pas être ringard comme ça. C'est quoi cette ringarditude? Le mec, il est en 96. Oh là là, il est en 96, mon frère. Oh là là. Oh putain. Oh, putain, ça me tue. Ah, c'est le gars qui met le porc dans le rayon halal. Ah ouais, un génie, super. Oh là, grand chevalier, dis donc. Grand chevalier. Oh putain. Oh, il m'a tué. Attends. Je vais vous montrer, j'ai des potes là sur Instagram. Vous avez vu ma story sur Instagram? Je vais vous la balancer. J'ai un pote, il m'a envoyé cette vidéo, il m'a dit ça me fait trop penser à un gars qu'on connaît. Je fais une pause. C'est une pause que je fais par rapport au Raslar là. C'est un mec un serveur qui vient chanter joyeux anniversaire à une nana qui fête son anniversaire. Et tu connais les serveurs qui savent bien chanter, ils veulent trop la ramener, on dirait une scène de sitcom, et tu vois tu vas voir le queumé peut-être le supposé queumé de la meuf qui va le regarder genre. C'est bon, ça va Birthday to you. Happy birthday to you. Il a le sève, le Renoir. Dear Maddie,
Ah, mon gars, il a tellement voulu la ramener. Il a tellement voulu la ramener, le bâtard. Ben ouais, mais frérot, doucement un peu aussi, là. Ah non, dernière fois qu'il l'invite au resto pour son anniv, l'invite ma mère. Ah, il s'est retourné comme dans The Voice. Elle s'est retournée comme de... Il aurait été en face à face, il aurait marave. Ah, putain, c'est drôle. Putain. Mawel de Aldi, il voit qu'elle kiffe. Définition de péter plus haut que son cul. Ah non, là, il a tué les plans. Oh, ça m'a tué cette vidéo. Je vais la partager à toute la terre. Attends, je vais la partager ici déjà. Et je vais la partager dans mon groupe ici. Voilà. Aucun rapport. Mais Kevin, tu as vu la vidéo de Cyrus Gabi qui parle en partie de toi quand tu présentais le live? On me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas regardé. Bon, parce que j'ai l'habitude, à chaque fois, on me reproche toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que j'y suis pour rien, en vérité. Enfin, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai créé le live. Fait chier, j'ai la Wi-Fi du TGV. Ah, merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, toujours Grizzle. J'ai une autre vidéo raciste du frérot, là. Tiens, on va regarder. Et mangeur de halal, là. Ça va? Ça va? Non, parce que votre centre du monde, c'est quoi? C'est votre bouffe ou comment ça se passe? Hein? Venez plutôt à la maison, là. Allez, il y a des bons pieds de porc avec un bon pinard, là. Eh, pieds de porc vinaigrette avec un bon pinard. Allez, on vous attend. Allez, arrêtez avec vos poulets, là. Allez, venez. Oh, les mangeurs de poulet, là. Enfin, les mangeurs de halal, là. Ça va? Ça va? Non. Ouais, ok, Michel Sardou, la vie de ma mère. Franchement, je sais pas. Mais c'est le beauf originel. C'est le beauf originel, mais les réseaux sociaux, ça donne de la force à tellement tout le monde et n'importe qui, du coup. Laisse tomber. D'ailleurs, là, il y a Charlotte Dornelas qui, sur Europe 1, chaîne de radio, fréquence radio qui appartient à Bolloré, station de radio, pardon, qui a fait une chronique qu'elle a appelée Foot, l'Algérie qui gagne, la France qui perd. Rien que ça, on va regarder tout de suite ce que cet individu a raconté. Ça ne marche pas, alors je fais comme ça. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, mardi, des débordements ont accompagné la qualification de l'Algérie pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment expliquer que ça n'intéresse pas grand monde? Je crois qu'à part CNews, Europe 1 et LJDD, très peu de médias en ont parlé. Oui, il y a eu quelques papiers ici et là, mais c'est sûr, il n'y a pas mort d'homme selon l'expression consacrée. On a vu pire, même bien pire. Ouais, quel débordement déjà. Il part du principe qu'il y en a, il vérifie même plus maintenant. Et nous pourrions donc décider que tout cela n'a pas grande importance. Ou alors, nous nous mettons 2 secondes à la place des forces de l'ordre, appelées encore une fois. Tu tiendrais pas 1 minute face à Charlotte, mon loukoum tagine? Tu tiendrais pas 1 minute? Oui, parce qu'elle me casserait les couilles tellement elle est con. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, là-dessus. Des passants inquiets ou des riverains excédés, en reconnaissant que cette liesse algérienne que certains transforment systématiquement en casse devient insupportable. On s'habitue en général d'autant plus qu'on n'a pas à le supporter, mais certains n'ont pas le choix. Parce qu'il y a des incidents qui se répètent avec un peu plus de constance que ces épisodes neigeux pour les... C'est une tapisserie que... Elle a acheté son pull chez Saint-Maclou, la cousine. Personne n'a hésité à demander des comptes à l'État. C'est désormais une tradition de plus. La Coupe d'Afrique des Nations, lors de certains matchs, provoque des débordements dans de nombreuses villes de France. Débordements qui ne seraient d'ailleurs pas tolérés dans les pays concernés par cette compétition. La liste devient banale, c'est vrai. À Lyon, la police bloque la circulation, envoie de la lacrymo et tente la dispersion. À Toulouse, des véhicules sont incendiés. À Paris, la station Barbès est carrément fermée. Ici et là, des tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. Pourquoi se priver? À Lyon, certains se filment même en train de réclamer l'ouverture des frontières pour, je cite, qu'on puisse niquer les Marocains et rajouter aussi les Juifs. Alors on a connu réaction plus vive sur des... Qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends pas.
Petite phrase de moindre portée, mais désormais tout passe jusqu'au prochain match. Il y a eu aussi ce sapin escaladé à Marseille. Absolument. Alors, les différentes préfectures concernées ont réagi, certaines ont même anticipé ces rencontres, mais dans une relative indifférence. Pourquoi ? Je ne pense pas être la seule à On a couvert la Tour Eiffel pour la protéger, je te jure. que chacun prenne pour une information normale le fait que la préfecture lâche des dizaines de milliers de policiers dans les rues. Barbès fermée, pourquoi ? Décision des autorités. Grave, la station, elle avait que dalle. Pour le Nouvel An, le 14 juillet, la Coupe du Monde ou un match du PSG. Mais alors quand cela concerne une compétition qui n'engage ni notre pays, ni même notre continent, cela devient franchement ahurissant. Et tout reste discret, feutré, personne ne fait trop de vagues et les dépêches sont rares. On n'ose pas trop, ça concerne des supporters algériens, c'est déjà compliqué, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et puis encore une fois, on a connu pire. Mais que révèle exactement cette inhibition dans... Déjà, le problème, c'est pourquoi il y a un sapin le 12 janvier. J'adore quand les gens ils prennent les problèmes avec beaucoup d'ironie. Un pays capable de polémiques incessantes sur un geste, un mot, une phrase partout et tout le temps. Une gêne qui se transforme en injustice crasse. De quoi a-t-on peur exactement ? De faire le jeu de, on ne le fait que mieux en taisant une réalité qui saute aux yeux de tous. De faire des amalgames, mais le pire amalgame consiste précisément à dénoncer ce qui doit l'être, sauf lorsque cela concerne tel ou tel. Cela voudrait dire concrètement qu'on accepte pour certains ce que l'on refuse à d'autres, en considérant qu'on ne peut... Ah bah tiens, justement, on en parlait tout à l'heure. Combien de fois t'en as parlé, toi, du colis piégé reçu de Manuel Bompard et versus le jaune d'œuf de Bardella, tiens, parce que tu le disais justement, là, l'amalgame, c'est de parler d'une chose et pas d'une autre. Bah tiens, en fait, combien de fois vous l'appliquez pas ? Peut pas attendre autre chose en ce qui les concerne. Par peur de jeter de l'huile sur le feu peut-être, mais à force peut-être faudrait-il identifier le feu en question que personne donc ne remette en cause, parce que la situation avec l'Algérie est compliquée sans doute. Cela voudrait dire que par peur d'une relation diplomatique exécrable, quand elle met chez Europe 1, elle a une DA de mamie. Elle met les lunettes, elle met des tapis sur ses épaules, elle met un chandail, elle s'habille en chandail. Là, dans sa poche, il y a des Werther's originales. Elle les distribue après. Nous traitons différemment des citoyens ou étrangers, pourtant soumis à la même loi française. C'est plus qu'inquiétant. Mais doit-on forcément réagir à chaque fois, Charlotte ? Et surtout, que dire de plus ? Il ne s'agit pas de réagir par amour de la réaction, mais pour que cela change. Ces comportements qui traduisent une défiance, une provocation, une sécession d'appartenance ou de cohésion, a de quoi inquiéter la France. Il serait normal qu'elle réagisse et qu'elle trouve le moyen, même s'il est difficile à trouver, de dire stop. Mais le constat ne s'arrête pas à ces débordements. En quelques jours seulement, nous constatons une apathie générale préoccupante sur notre état, ou plus exactement sur notre vitalité. À Marseille, le corps d'un ado de 17 ans tué par balle est retrouvé dans une voiture calcinée. Dans les Yvelines, un homme est blessé au couteau dans le RER. Allez, c'est parti pour... je prends des faits divers à gauche, à droite, et je vais essayer de créer une angoisse. À Alès, un ado de 15 ans est blessé par balle à proximité d'une cantine scolaire. À Nantes, 2 gamins de 14 et 16 ans sont battus avant de devoir creuser leur propre tombe. À Nice, une trentaine de gamins empêchent une opération de police. Et la liste est encore longue. En quelques jours... Pas de contexte, on sait pas... juste elle balance les trucs et ça y est. Seulement, alors c'est vrai, on ne sait plus trop... Une cantine halal, elle a oublié de préciser. Mais une cantine, je sais pas pourquoi il précisait. Se fait tirer dessus à côté d'une cantine. Quoi dire de plus ? Faut-il pour autant se taire comme si c'était comme ça, comme si nous n'avions plus le... C'est quoi le lien avec l'Algérie ? Merci Sarno. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait oublié. Elle a commencé par l'Algérie. Hein. Et vous avez vu comment ensuite elle a foutu tous les trucs en random. Et le tout, c'est une chronique sur l'Algérie. Et pour les gens, tu vois, là, j'ai même pas calculé, mais heureusement que vous êtes là. Et je me suis dit, c'est vrai en plus. Moi, je l'écoute, je rigole, machin. Et au bout d'un moment, en fait, tu dis, attends, c'est une chronique sur l'Algérie. Elle nous a foutu tout un tas de faits divers décontextualisés en cours d'enquête, on n'en sait rien. C'est du travail, j'allais dire la blague, mais là, justement, c'est du travail de Raslar. C'est leur grand argument, ça aussi. Ils ne feraient pas ça en Algérie ou au Maroc. Ça, c'est évidemment l'argument. Georges Fenech, il y avait eu aussi des incidents et des affrontements lundi soir lorsque le Maroc a joué. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes en France, d'ailleurs ? Oui, qu'il y ait une victoire ou une défaite. Oui. Hein.
Il se trouve que je me trouvais pendant la CAN. Georges Allen de Fenech, c'est parti. Au Maroc. J'ai vu effectivement des stades. J'ai vu énormément de monde. J'ai pas vu un seul incident, quoi. Donc là-bas, que vous soyez au Maroc, que vous soyez en Algérie, Oui, c'est un événement joyeux et sportif. C'est un événement sportif. Il n'y a que chez nous, et je dirais même en Europe qu'en France, où l'on voit effectivement ces débordements, qui plus est, qui n'ont aucun sens, puisque... J'aime beaucoup l'anecdote que tu viens de nous dire, la Sérendipity. Lorsque les horlogers de la cour de Charlemagne n'ont pas pu récupérer l'horloge, Charlemagne a dit « laissez, c'est du travail d'arabe ». Cette déclaration sous-entendait que seuls les Arabes étaient capables de comprendre et de réparer un tel mécanisme complexe. Aïe, 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 aïe. C'est souvent lors des victoires qu'on s'amuse à casser, à brûler, voilà. Alors c'est le Maccabi Tel Aviv, pour ne citer que, ça, c'est pas un souci. C'est évidemment le signe une vraie question de respect du pays dans lequel nous vivons, dans lequel ces jeunes vivent, et qui sont sans doute, qui ont un gros problème d'intégration. Il faut le dire, Jean-Claude, je crois qu'on est obligé de le dire. Il y a un échec de l'intégration. Voilà. Vas-y, allez, casse-toi. Casse-toi, échec de l'intégration. Alors, on va trop remettre en cause. Ils n'ont pas su s'intégrer dans un pays raciste, aux relents coloniaux, et après qu'on les ait complètement spoliés. La réalité, c'est que terrible, les matchs, en général, où l'Algérie est engagée, bien avant, je veux dire, l'état de tension qui est le nôtre entre Alger et Paris, dégénéré déjà. C'est pas une nouveauté, c'est quasiment maintenant un marronnier, et c'est assez récurrent. Ce qui est vrai, c'est que ça intervient dans un climat où la relation diplomatique entre Paris et Alger est particulièrement... Mais quand c'est les hooligans anglais de la LDC qui foutent encore plus la merde, il n'y a pas autant d'émotions d'eux. Conflictuel, je rappelle quand même, il faut le dire, qu'il y a un journaliste sportif français qui a passé Noël en prison, qui vient d'être condamné à 10 ans de prison, lui, par le tribunal de... 7 ans, 7 ans, excusez-moi, 7 ans de prison, c'est déjà trop. Et Pâques, bien vu, ils commencent tous leur phrase par la vérité, c'est que, et en général, derrière, ils racontent de la merde. Même une journée, c'est déjà trop. Donc, ça veut dire que globalement... Alors après, la question qu'il faut se poser aussi, c'est de savoir si... derrière ces images, il y a une instrumentalisation éventuelle qui peut être faite par le pouvoir algérien qui connaît très bien la société française, forcément, qui connaît très bien la vie politique française, qui connaît très bien nos fragilités et qui a entamé à nouveau un bras de fer avec la France. Je rappelle qu'il y a maintenant 3 jours ou 4 jours, le Parlement algérien vient de voter une loi criminalisant la présence française en Algérie. Oui, bien sûr. Allez, est-ce qu'il y a eu des débordements après la défaite de l'Algérie face au Nigeria en France? Je demande à la Vigie Média. C'est un GPT qui a été fait par un de nos gars sur Brice, un des cracks. Après match tendu au Maroc, dans les tribunes et sur le terrain, des échauffourées ont éclaté, des incidents avec le staff, les joueurs. Ça arrive aussi avec n'importe qui. En France, interpellation. Selon certains médias, au moins 12 personnes ont été arrêtées en lien avec ces incidents. Des dégradations de matériel urbain et de troubles à l'ordre public ont également été évoqués dans des vidéos et de bilans non officiels diffusés sur les réseaux. Et la seule source qu'on a, c'est le JDD, qui parle de tensions et violences urbaines signalées dans plusieurs villes françaises. Mais il n'y a aucune autre source qui corrobore les faits. Voilà. Donc c'est à la marge, c'est un épiphénomène. C'est notre Vigie Média, elle est entraînée pour nous sourcer en faisant des revues de presse. Voilà, c'est un petit outil qui est pas mal. Alors après, on pourrait chercher encore plus longtemps. C'était juste là pour avoir une première vision, tu vois, une première version, un premier élément de réponse, des bribes du moins.
Et maintenant, le maestro Pascal Praud qui va nous parler de l'Algérie. Attention, c'est parti, ça va être super. Allez, des images, et c'est vrai que la presse française, souvent j'en parle, le matin hélas, et c'est une des raisons pour laquelle CNews est écoutée, la presse française choisit les sujets qu'elle veut traiter et ignore d'autres sujets. Et, ça c'est exactement ce que vous faites tous les matins, hein, rassurez-nous. Lorsqu'à Lyon, la police bloque la circulation, envoie de la lacrymo et tente la dispersion. Lorsqu'à Toulouse, des véhicules sont incendiés. Lorsqu'à Paris, la station Barbès est carrément fermée. Ici et là, des tirs de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre. Eh bien, voilà, ces images, vous ne les voyez nulle part. Alors, bien sûr, la petite bourgeoisie intellectuelle, culturelle qui gouverne ce pays, elle n'est pas confrontée à cela. Elle vit dans des quartiers où elle n'est pas en prise directe avec cela. Parce que c'est toujours les quartiers les plus défavorisés qui doivent subir ce qui se passe. Et on s'habitue que la CAN, je le répète, qui est une compétition extraterritoriale qui se passe à des milliers de kilomètres mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, eh bien, voilà, ces images, vous ne les voyez nulle part. Alors, bien sûr, la petite bourgeoisie intellectuelle, culturelle qui gouverne ce pays, elle n'est pas confrontée à cela. Elle vit dans des quartiers où elle n'est pas en prise directe avec cela. Parce que c'est toujours les quartiers les plus défavorisés qui doivent subir ce qui se passe. Et on s'habitue que la CAN, je le répète, qui est une compétition extraterritoriale qui se passe à des milliers de kilomètres de Paris, il y ait ce type de débordement. Et personne ne dit rien dans la presse et tout le monde trouve ça normal. Pour les raisons que vous connaissez, bien évidemment. Des images terribles. Même qu'il doit y avoir chez les gauchistes une part d'eux-mêmes qui souhaitent que cette joie s'exprime, que c'est tout à fait normal. Parce que juste avant, là, j'avais que des images de liesse, de fêtes... Mais tu sais, j'étais en train... des images terribles de ces jeunes qui... Regardez, personne n'en parle. C'est insupportable. Personne ne parle de ça. C'est un insupportable fléau. Alors... Et pourtant, qu'est-ce qu'on a ? Regardez comment sur Europe 1 ils ont parlé. Attends, j'ai une autre vidéo encore. C'est intéressant de voir comment ils s'amusent à parler un peu de parler de l'Algérie. C'est insupportable. Regardez, c'est insupportable. Et illustration parfois de ce qui se passe bien dans les pays respectifs et un petit peu moins sur le sol français. La France et les mesures de sécurité qui sont renforcées ce soir après le match de la CAN, la finale. J'avoue, il a dit ça comme s'il habitait à Bobigny, Pascal Praud. Là, est-ce que la bourgeoisie ne voit pas ? Mais enfoiré, t'habites où, toi ? Enfoiré, il habite dans le 16e ou dans le 7e, là. Ouais. Les quarts de finale plutôt entre l'Algérie et le Nigeria. Alors manifestement, je crois que l'Algérie a perdu des mesures de sécurité. Les Anglais à la fête de la musique, putain, c'est vrai. Renforcées à Paris, à Marseille. Alors ça, c'est toujours fascinant aussi, Antonin André. Quand ces pays jouent dans leur pays respectifs, eh bien, il n'y a aucun problème. Mais alors, quand ça se passe en France, on le craint. La communauté algérienne est l'une des plus importantes communautés en France. Donc, évidemment, chaque défaite ou victoire de l'Algérie suscite parfois des remous et des perturbations. Souhaitons qu'elles soient limitées. Ce soir, et a priori, moi j'aurais davantage craint. Et puis remous et perturbations. Je me souviens avoir fait le chemin en 2019. J'ai cru que j'allais pas atteindre mon domicile. J'aurais davantage craint une victoire de l'Algérie en réalité parce que il y aurait eu encore plus de monde dans les rues. Il parle comme si c'était pas des Français aussi. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Une fête plus difficile à contrôler aussi. Donc là, évidemment, la défaite de l'Algérie dans une communauté française et dans une communauté en France, dans un contexte dans lequel les tensions sont assez fortes avec l'Algérie, effectivement, il est à craindre qu'il puisse y avoir des incidents. Espérons qu'ils soient les plus mineurs et les plus réduits possibles. Alors, l'Algérie, je crois, a perdu. On a évité quand même contre les Nigérians. On a évité une finale Maroc-Algérie qui aurait pu être tendue. Qui aurait pu être tendue, y compris d'ailleurs sur place, puisque la fracture du Sahara, de la question du Sahara, était évidemment toujours prégnante entre les deux pays.
Elliot Maman, vous regardiez un petit peu le score. Non, mais moi, c'est vrai que je me suis dit... Très beau match. Ah oui, Les Nigérians ont très bien joué et c'est une équipe offensive qui est très, très réjouissante à voir jouer. Et le gardien de but de l'équipe d'Algérie, qui est le fils Zidane, n'a pas été excellent, il faut bien le reconnaître. Ouh là, alors vous attirez des problèmes. Ils ont été payés d'ailleurs, vous avez vu cette polémique sur Ils ont touché une prime, je crois, les Nigérians. Les joueurs nigériens, non, mais ils ont failli pas venir parce qu'ils n'étaient pas payés. Il semblerait que le ministère des Finances nigérian... Après ça, on s'en fout, mais... C'est ouf, hein, ce truc, l'incident comme ça. Alors que malgré la défaite, les supporters algériens dans le stade, ils ont nettoyé les tribunes, voilà. Du stade de Marrakech avant de le quitter, je tenais à le souligner. Et c'est pas la seule équipe à avoir fait ça d'ailleurs. Regardez-moi ces sauvages de supporters algériens. Regardez-moi là. Ah, ils marchent, ils montent sur les sièges avec leurs pieds pour ramasser les ordures et les mettre dans des sacs poubelles. Ah là là, c'est jamais vu ça. Ça, par contre, on les montre pas, ces images. Hein. Non, ça, c'est pas Hollywood. Ça, c'est pas Hollywood, ça. Ils ont fait ça pour la vidéo, après, ils ont arrêté, ils ont tout remis par terre. Et d'ailleurs, je suis tombé, pour finir, sur une vidéo qui parle de pourquoi on voit les Algériens comme un peuple énervé. Je trouve ça ultra intéressant. J'ai pas le nom du gars, si vous l'avez, parce que là, la vidéo, je l'ai retrouvée, mais sur le compte de quelqu'un, enfin, qui n'était pas la personne qui prend la parole. Et j'ai trouvé ça super intéressant. On écoute tout de suite. Oh, les Algériens, quel peuple de nerveux, toujours énervé, toujours zèbre, toujours sanguin, ceux-là. Bref, vous voyez cette information qu'on a propagée dans l'imaginaire collectif comme étant une vérité, elle n'est absolument pas vraie, du moins pas entièrement. En fait, on aime trop dire, ouais, les DZ, ils ont le sang chaud, c'est des nerveux, ils sont impulsifs, végétaux, etc. Ce caractère propre aux Algériens, il vient pas de nulle part. Et il s'explique historiquement et sociologiquement. J'ai moi-même été longtemps en accord avec cette vérité, du moins cette idée qu'on a partagée comme étant une vérité alors que pas du tout. Et quand tu t'intéresses à l'histoire de l'Afrique en général, en fait tu peux pas étudier l'histoire de ce continent sans étudier celle de l'Algérie. Cette imagerie qu'on a partagée autour des Algériens, encore une fois, en vérité ce n'est rien d'autre que le résultat et les conséquences d'un héritage colonial marqué par le sang. Quand tu lis Les damnés de la terre de Frantz Fanon, auteur qui a activement participé à la révolution algérienne dans les années 60, qui a elle-même été un des modèles de libération de l'Afrique de manière générale, parce que oui, les Algériens font partie des premiers indépendantistes du continent, en lisant ce livre, tu te rends compte que on te parle du côté sanguin des Algériens comme une colère injustifiée qui n'aurait aucune origine sociale ou historique et qu'elle serait genre juste dans leur nature alors qu'en vérité elle est dans leur histoire. Il y a un passage qui permet un peu d'expliquer tout ça où Fanon dit, je cite, la première chose que l'indigène, l'Algérien, apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves des indigènes sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressif. Je suis tombé sur un article aussi très bien écrit d'Esprit sous Mood, je vous mettrai le lien et pour ceux qui veulent vous passerez un DM, qui en parle comme une mémoire qui n'a en vérité jamais eu droit à la parole. En 61, dites-vous, on attèche des Algériens dans la Seine. Zéro procès, zéro excuse, nada. En fait, comment vous dire, c'est pas que les Algériens c'est un peuple de sanguin ou violent, c'est ce qui leur est arrivé dans l'histoire qu'ils l'étaient. Ce caractère propre et fier qu'ils ont, c'est juste le résultat de l'histoire, encore une fois, d'un peuple longtemps dépersonnalisé, infantilisé, opprimé, rejeté, déshumanisé, aliéné, etc. On ne peut pas, après avoir traversé tout ça pendant des décennies et des décennies, et ensuite reprocher à cette descendance de manifester une personnalité trop impulsive. Et le tout sous prétexte qu'elle n'est pas en accord avec des normes fixées par les descendants de ces mêmes oppresseurs. Moi, je suis DZ. Mes parents, ils me racontent leur histoire. Mes grands-parents aussi. Je vais développer le même caractère, les gars, je vous dis la vérité. Arrêtez de croire que les colonies, c'était il y a 1000 ans. Il y a une scène très intéressante dans la série The Boondocks. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un banger. Je vous conseille d'aller la regarder. Huey Freeman, un des personnages principaux, dit, je cite, « Je n'ai pas de patience envers l'homme blanc qui tente de nous apprendre à comment répondre à l'oppression tout en le confortant dans ses propres privilèges. Il n'y a aucun monde logique où on peut demander à l'oppressé de canaliser ou de pacifier sa réponse à l'oppression. Ça n'existe pas, les gars. Les mêmes qui vont décrire ce caractère soi-disant propre aux Algériens sont les mêmes qui vont se plaindre que les banlieusards et les jeunes de quartier brûlent des poubelles et saccagent tout quand un cop c'est capable d'allumer un gosse et repartir avec le million. Quel choix de réponse existe-t-il réellement quand la passivité elle-même est punie par la violence et par le sang? Cette attitude de nerveux et de sanguin qu'on aime bien décrire des Algériens, c'est juste la libération d'une colère transmise d'une génération d'oppressés à une génération qui refuse de revivre des schémas pour
lesquels ils n'ont jamais obtenu ni excuse ni réparation. Cette fierté qu'on perçoit comme mal placée, c'est la manifestation d'une fierté passée qui, elle, a été bafouée de la plus violente des manières et qu'on retrouve aujourd'hui dans leur patriotisme, leur amour pour le drapeau et le fait qu'on soit capable de le voir à n'importe quel événement sportif ou n'importe quel match de foot, même si l'Algérie ne joue pas. C'est un peu leur manière à eux d'entretenir leur histoire et je vous parle en ça, je trouve ça lourd. Ouais, c'est trop un suceur, lui. Bah les couilles, c'est lourd. Donc non, les DZ, c'est pas juste des nerveux fans de Vegeta et refuser de pousser la réflexion plus loin que cette affirmation absurde, c'est soutenir le regard de l'oppresseur tout simplement. Purée, j'ai soif. Allez, ciao. Oh, Il a dit les termes en direct de la station thermale, je n'ai rien à ajouter et je n'ai rien à ajouter à cette analyse. Il a cité en plus de ça du Fanon. Bon, espèce de couffard, tu nous casses les couilles. Allez, salut. C'est pas possible d'être énervé comme ça là, mais vraiment voilà. Puis pareil, il y a un autre abruti dans le chat qui dit les Vietnamiens pourtant ils sont pas énervés. Mais ferme ta gueule aussi si c'est pour raconter, si c'est pour faire du whataboutisme, de dire ouais mais regarde et pourquoi les Kanaks, ta gueule. Franchement là on a même plus envie de rentrer dans un débat. C'est si tu comprends pas, on s'en fout de ce que tu racontes si tu veux pas essayer de comprendre. Bref. Ouais bah nique ta grand-mère, qu'est-ce que tu veux que je te dise, allez hop, ça dégage. Et donc voilà, je pense qu'on peut pas minimiser la souffrance que c'est que d'avoir été sous le joug de la colonisation et qu'en plus de ça derrière, on perpétue d'une façon systémique ton exclusion de la société et qu'en plus de ça, après on te demande d'être calme, d'être sage, de te taire, de rentrer dans les codes et d'accepter que mettre les Vietnamiens compte comme argument ultime, alors que même la communauté asiatique en France dit aux gens d'extrême droite d'arrêter de les utiliser pour pouvoir légitimer leur haine de l'immigration venue d'Afrique subsaharienne, ou du Maghreb. Donc faut arrêter en fait. Ils ne veulent pas être instrumentalisés dans vos histoires. Non mais oui c'est clair. Et les Indiens d'Amérique on les entend pas. Non mais c'est une dinguerie. Bref, on passe tout de suite au quoi au no comment, évidemment. C'est parti. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus, uniquement des emojis qui représentent ce que vous pensez. Si vous êtes... si c'est possible d'avoir le nom de la vidéo... Alors Julia, merci pour ton message. J'ai pas le nom de la vidéo parce que ça a été pris par un compte de quelqu'un d'autre, mais je vais le mettre dans le Telegram maintenant, pour celles et ceux qui veulent revoir. Je vais mettre la vidéo sur le compte Telegram. Bougez pas, hop, comme ça vous pouvez aller sur le Telegram. Et si vous pouvez partager le Telegram d'ailleurs pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Mais il a assuré, hop, trouvez-moi son nom. Ce gars est brillant. Allez, c'est parti. Hop, je le mets. Merci beaucoup. Si vous êtes prêts, mettez un emoji évidemment. Si vous êtes prêts, vous balancez votre emoji. Et ça y est, c'est sur le Telegram. Hein, voilà. Tu peux aller checker. Je peux mettre le Telegram d'ailleurs. Hop. Et c'est... Voilà, donc hop. C'est parti. Emoji. Ouais, mettez des emojis parce que vous n'avez pas le droit de parler. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour le No Comment. On commence avec Baptiste Vauquier, fils de Laurent Vauquier, qui est candidat au municipal du Puy-en-Velay. Un jeune homme de 20 ans, d'origine maghrébine, a été retrouvé mort près d'un étang à Lyon. L'enquête s'oriente vers un meurtre raciste.
Et enfin, la France a décidé de reporter le sommet du G7 afin d'éviter qu'il ne coïncide avec une soirée UFC organisée à la Maison Blanche prévue le même jour. Allez, on finit avec un petit miel pour faire passer tout ça. Parce que j'en avais des choses à dire, hein, Charlotte Dornelas. Tu nous as pas tout répertorié là dans les faits divers que tu nous as balancés. Ce miel concernant Brigitte Bardot, il est signé Pierre Rondeau. Pierre Rondeau qui a dit les termes et qui nous a sorti ce miel extrait des termes de la station thermale. On regarde tout de suite. Quelqu'un qui a été condamné 5 fois pour racisme, homophobie, moi ça m'en touche une sans bouger l'autre. Mais enfin Pierre... Je n'ai rien à faire de la mort de cette Brigitte. Mais c'est horrible ce que tu dis, enfin Elle écoute... a été condamnée pour racisme. Non mais ouais, enfin vraiment, mais vous êtes d'un mépris. C'était, parce qu'elle est morte et je vais pas le pleurer, une homophobe notoire, condamnée pour fait de racisme, je vais pas la pleurer, je vais vraiment pas la pleurer. Je ne comprends pas l'hommage qu'elle a. Pour moi c'est incompréhensible. Relisez ces textes. Une raciste, mais patentée, une espèce d'homophobe acariâtre, une vieille, mais tu peux pas réduire Brigitte Bardot à ça quand même. J'ai réduit à ça. Pour moi, c'est rien. Pour moi, c'est passons à autre chose parce que c'est aussi un mythe de la culture. Mais c'est d'un mépris. Ça m'a pas du tout touché. Voilà, mythe de rien du tout pour moi. Et relisez ces textes. Arrêtez de béatifier cette personne. Non mais merci, c'est tellement jouissif. Comment les gens qui peuvent pas à Mosquette man, genre vraiment tu sais, là il vient de casser la kayfabe. Il vient de casser la kayfabe. On était tous d'accord médiatiquement pour dire que c'est une grande dame. Et t'as pas le droit de dire ça là. On a dit qu'on était tous d'accord. T'as pas le droit de dire des trucs qui sont vrais. Mais c'est d'un mépris. Estelle Denis, je te jure, arrête. Il les a. En purée de pommes de terre. Elle était débordée la Estelle. Hein. Ici on est basé comme au baseball. Il l'a vraiment cool ta maman. Et pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont suivi comme il se doit cet épisode 171 de CKR. N'hésitez pas à donner de la force partout où vous le pouvez, en partageant, en activant la fucking cloche qui mérite d'être activée, qui mérite d'être activé pour qu'on puisse réussir à faire quelque chose. Et on va faire un petit raid, on va aller raider un gars qui parle d'actualité. C'est parti. En tout cas, merci 1000 fois, prenez soin de vous et on se dit à demain, même jour, même heure, même porte. À très très vite, ciao.